nous pouvons commencer en prenant refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge grâce aux deux accumulations rassemblées par cette discussion. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge grâce aux deux accumulations rassemblées par cette discussion. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge grâce aux deux accumulations rassemblées par cette discussion. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, on a un micro pour balader. Alors, voyons. Je ne vais pas reprendre trop l'enseignement, je pense que c'est assez clair. Hein? À moins que vous ayez des doutes, à ce moment-là, vous pouvez poser vos questions. Ce que je pensais, c'est reprendre quelques points particuliers, comme on fait d'habitude. Je ne vais pas tout reprendre. C'était clair? Ce qu'a dit Geshe-la? Oui. En plus, bon, ça se répète hein, dans le texte, donc ça doit rentrer. Rester, on ne sait pas. Et puis bon, c'est pas suffisamment quand ça rentre dans la tête justement. Hein. Il faut aussi le process. Comment on dit en français? Le procédé. L'appliquer, l'intégrer, le digérer, l'utiliser, le reconnaître. Donc, il y a du travail. Hein. Ça, c'est la première couche, on pourrait dire. Mais après, il faut aller vraiment en profondeur. Je vais reprendre quelques points qui étaient aussi dans les discussions. Et puis, autre chose aussi. Oui, les discussions, les questions que je vous avais posées hier. Geshe-la a parlé de deux types de chérissement de soi. Hein? Vous avez entendu ça là? Oui, c'est étonnant. Non, vous aviez entendu parler de ça avant? Non, d'accord. Et alors, j'ai dit à Geshe-la, justement, il n'y a pas longtemps, il a enseigné à l'extérieur, c'est moi qui traduisais, justement, il a parlé de deux types de chérissement de soi. Et là, je lui dis, mais j'ai jamais vu ça, moi, dans les textes. Qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, non, ça y est, dans les textes. Et donc, je vous avais demandé hein, de discuter en quoi ça consiste, les différences entre les deux. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro pour résumer un petit peu? Qu'est-ce que c'est ces deux types de chérissement de soi? Quelqu'un veut répondre à cette question? C'était clair pour vous ou pas? C'était clair. Pas de problème particulier. Non. Donc, je reprends quand même en vitesse. Hein. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le chérissement de soi en général. Hein. C'est-à-dire cette attitude où, en fait, on prend pour soi la victoire et tout ce qui est bien et on laisse la perte aux autres. Hein. C'est-à-dire on cherche notre propre profit au détriment d'autrui à cause d'une survalorisation de soi-même. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, alors, qu'est-ce que c'est? Myriam, tu prends le micro? Micro? On cherche la satisfaction de nos besoins, enfin notre bien-être, mais tout en considérant quand même autrui, c'est-à-dire on prend en compte autrui, mais on est quand même centré sur son propre bien-être. D'accord, on est centré sur son propre bien-être, donc on cherche notre propre bien-être sans vouloir nuire à autrui, sans nuire, en s'abstenant de nuire aux autres. Hein. Quelque chose de plus à dire sur ça? Est-ce que c'est tout?
Ça correspond à quoi, ça, en fait? On cherche sa propre libération. Je ne sais pas si c'était clair pendant l'enseignement. Enfin, moi, j'ai demandé des spécifications. Enfin, j'ai demandé des spécifications à Geshe-la. En fait, j'ai posé la question. En fait, quand il parle de ce second type, c'est l'attitude de celui qui cherche la libération pour lui-même. Et ça inclut même les arhats qui ont la libération personnelle. Hein? Donc ça, je ne sais pas si c'était très clair. Pendant l'enseignement, c'était pas très clair. Hein? Donc, il me semble que c'était pas très clair. C'est pour ça que je lui ai posé la question, parce que j'étais pas sûre. Hein? On savait pas jusqu'où ça allait. Donc, s'abstenir de nuire aux autres de façon à avoir pour soi le meilleur profit. Agir, je lis mes notes là. Hein. Agir pour soi avec de la considération pour les autres. On agit pour notre bien sans porter atteinte à autrui. On s'abstient de nuire parce que c'est bien pour soi. Ici, on cherche la libération pour soi. Le premier type empêche ce second de se manifester. Donc ici, ça correspond parce qu'en fait, dans les textes, il y a des débats à ce sujet. Quand on parle du chérissement de soi, on dit, mais est-ce que les arhats ont le chérissement de soi? Donc c'est tout un débat. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Hein. Il y en a qui disent oui, ils ont le chérissement de soi, d'une certaine façon, parce qu'ils n'échangent pas soi et les autres. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la bodhicitta. Hein. Les arhats, qui sont libérés de l'existence cyclique, mais qui ne sont pas sur le chemin du Mahayana, mais qui sont sur le chemin de la libération personnelle. Et un arhat, c'est celui qui a détruit l'ennemi, donc, qui est libéré, celui qui atteint le nirvana. C'est ça le débat. Est-ce que cet arhat a du chérissement de soi? Hein, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a qui disent oui parce que, je répète, il n'a pas échangé soi et les autres. Il n'a pas médité sur tous ces plans pour développer la bodhicitta. Et puis il y en a d'autres qui disent non, c'est pas possible que ça soit du chérissement de soi parce qu'un arhat, est-ce qu'il a de l'attachement? Il a vaincu les perturbations, donc il n'a pas d'ignorance, il n'a pas d'attachement. Donc il n'y a pas d'attachement à soi. Hein. Il n'y a pas d'attachement à soi. Donc j'ai posé la question à Geshe-la. Il dit non, il n'y a pas d'attachement à soi, mais il y a quand même ce type de chérissement de soi qui est subtil. Évidemment, ça n'a rien à voir, parce que dans les discussions, quelquefois on dit dire qu'un arhat a du chérissement de soi, c'est quand même quelqu'un qui a abandonné l'attachement. Hein. Mais en fait, c'est pas du chérissement de soi tel que nous on l'entend, grossier. C'est une forme subtile. Et donc, c'est de ça dont il parle là. C'est pour ça que je vous ai posé la question aussi. Je ne sais pas si vous étiez arrivé à ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais... Parce que j'ai posé la question à Geshe-la, là-dessus, particulièrement. Il a dit que oui, ça faisait référence, en fait, à quelqu'un qui avait atteint la libération, hein, ou qui a pour but la libération. Hein, parce que plus tard, il dit, d'abord, on sort du chérissement de soi numéro 1, enfin, le plus grossier, là, pour évoluer vers l'autochérissement qui renonce à causer du tort, puis aller plus loin vers ce qui ressort de l'altruisme. C'est vrai que c'est pas ressorti de façon évidente dans l'enseignement, mais bon, j'ai posé la question. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, il y avait la question, voyons, je regarde mes notes. Donc, Geshe-la a bien fait le point qu'il faut, pour travailler pour les autres, hein, pour avoir la compassion, bien sûr, il faut réduire l'attachement par rapport à soi-même. Hein, parce que tant qu'il y a l'attachement, il y a l'aversion. Hein, et donc, tant qu'il y a l'aversion, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la compassion. Donc, il a mis en garde. Et ça, c'est important, parce que nous, on est naïfs. On entend les enseignements, bon, on a aussi l'idéal. C'est vrai que nous, on a cet idéal aussi dans une culture chrétienne, hein, par rapport à l'exemple de Jésus, etc., de se sacrifier pour les autres et tout ça. On se jette dans l'altruisme, on veut être des bodhisattvas, on veut tout faire pour les autres, on fait tonglen, etc. Mais comme dit Geshe-la, si on n'a pas éliminé l'attachement au soi, eh ben, ça va être factice.
Hein. Ça veut dire qu'on va se prendre une gamelle, en fait. Hein. Ça va nous retourner, on va se mettre en colère, on va avoir des retours, on va avoir des attentes par rapport aux autres. Hein. Particulièrement ça, on va avoir des attentes. Ça va pas être un amour inconditionnel, ça va être un amour conditionné par le fait qu'on veut être reconnu, etc. On est toujours attaché par le bien pour soi, en fait, l'attachement au soi. Donc il a fait ce point assez clairement. Hein. Donc évidemment, il faut éliminer cet attachement excessif à soi-même, et sinon c'est impossible de développer la bodhicitta. On va se mettre sous tension, on va être accroché à nous-mêmes en essayant de se dédier à autrui, et donc le résultat, ça va être le lung, la colère, etc. Donc aussi à cause de l'attachement de soi, on voit tous les défauts chez les autres, etc. Ensuite, il y avait la question que je vous ai posée. Pourquoi l'atteinte de la libération personnelle ne permet-elle pas de parachever ni son intérêt personnel, ni le bienfait pour autrui? C'était une des questions du groupe hier. Est-ce que quelqu'un... Donc vous avez discuté? Peut-être vous n'avez pas eu le temps? Oui? Quelqu'un veut prendre le micro? Oui? André? Si on cherche juste la libération, on va pas atteindre forcément l'éveil si on n'a pas développé la bodhicitta. Et dans ce cas-là, on ne va pas parachever son bienfait personnel, puisque le bienfait personnel, c'est l'éveil. Et de même, on ne pourra pas aider les autres à atteindre l'éveil. Et donc, on ne pourra pas parachever non plus leur bienfait. Et pourquoi pour soi-même, on atteint la libération quand même? Pourquoi on dit qu'on n'a pas parachevé le... Parce qu'on reste dans on reste prisonnier de la paix éternelle, dans le nirvana, mais on n'atteint pas le nirvana sans demeure, puisqu'on n'a pas atteint l'état de Bouddha. Ouais. C'est-à-dire on n'a pas développé tout ce qui a développé. Un Bouddha, c'est ça finalement, celui qui a éliminé tout ce qui a éliminé, c'est-à-dire les deux voiles, les obstacles à la libération, ce qui empêche d'atteindre la libération et ce qui empêche d'atteindre l'éveil. Donc, si on atteint la libération personnelle, on n'a pas tout abandonné et on n'a pas développé toutes les qualités non plus. Donc, on n'a pas parachevé le bien pour soi ni le bien pour autrui. Donc, obtenir, je lis là, ce que j'ai écrit. Obtenir sa propre libération ne permet pas de parachever mon propre bienfait ni celui d'autrui. Obtenir sa propre libération, c'est ce que permet d'atteindre le deuxième niveau de chérissement de soi, qui nous conduit à aspirer à notre libération exclusive. C'est préférable au premier type de chérissement de soi. Cela ne se fait pas au détriment d'autrui, mais cette libération ne permet pas de parachever son intérêt personnel. Oui, on a dit déjà, techniquement on dit parachever le bienfait pour soi, c'est atteindre le Dharmakaya. Et parachever le bienfait pour autrui, c'est atteindre le corps de forme. On dit qu'un Bouddha, atteindre l'état de Bouddha, c'est atteindre les corps d'un Bouddha. Alors, quelquefois on dit 2, 3, 4, ça dépend comment on les divise. Mais en bref, il y a l'esprit et le corps. Donc, le corps, c'est le corps de forme. Et l'esprit, c'est le corps de vérité, ou Dharmakaya, pour parler simplement. Et donc, atteindre l'esprit le Dharmakaya, on dit, c'est le bienfait pour soi. C'est-à-dire, c'est complètement développer toutes les qualités et les abandons, en fait, les cessations pour soi. Donc, avoir éliminé tous les voiles. Et on atteint le Dharmakaya, on dit, ça, c'est le but pour soi. Et le Rupakaya, c'est le but pour les autres. Parce que le Bouddha a besoin d'une forme, parce que le Dharmakaya ne peut pas interagir avec les êtres. Donc pour être bénéfique aux êtres, le Bouddha a besoin d'un corps de forme. Et la seule fonction du corps de forme, c'est de venir en aide aux êtres, de se manifester. Le Dharmakaya manifeste, quelque part, une forme,
en fonction donc des disciples, des êtres à qui il peut venir en aide. Et c'est la seule raison pour laquelle il manifeste un corps de forme. Donc atteindre un corps de forme, c'est atteindre le bienfait pour les autres. Ensuite, donc ça c'est un point très important, vous l'aurez compris, là où on est arrivé ici, égaliser, échanger les soi et les autres, et particulièrement ce point du chérissement de soi, ou qu'on appelle aussi le narcissisme. Valérie a lâché ce mot, et je veux rebondir là-dessus. C'est une notion très intéressante. Donc ça c'est un point clé dans le Dharma. Vous l'aurez compris. Donc là, puisqu'on a un long break, en fait, une longue pause jusqu'en mars, il y a des gens qui ont demandé d'avoir du travail à la maison. Et donc je vais rédiger quelque chose, mais je pense que le travail principal, ça va être ça. Ça va être, je vais vous demander de traquer cette attitude, de l'observer en vous, dans votre vie, de travailler dessus, de voir comment elle se manifeste. Et d'essayer de travailler sur ça. Et peut-être d'écrire quelque chose aussi en fonction de ça. Je pense que c'est très important, c'est très intéressant. Aussi, parce qu'en fait c'est le nœud du problème. Donc Geshe-la a aussi, il cite régulièrement des passages, des textes, particulièrement la prière de l'Amrim du Lama Tshopa, l'offrande au maître. Et dans la prière de l'Amrim du Lama Tshopa, il y a plusieurs vers qui décrivent cette pratique. Donc ça, je vous le conseille aussi, de faire référence à ces vers pour votre étude et votre méditation. Donc si vous regardez la prière de l'Amrim, il y a des titres et tout, c'est bien expliqué, à quoi ça fait référence. Ensuite, il y a une autre idée que Geshe-la a émise, il a développé un petit peu à 2 reprises dans l'enseignement hier et aujourd'hui, il est revenu un peu aujourd'hui. Il a dit les causes, pourquoi on ne rencontre pas ce qu'on veut, les causes. Ce bonheur qui nous manque, c'est parce qu'on n'a pas accumulé les causes. Donc ça fait référence au karma. Le karma, si on n'a pas accumulé les causes, on n'a pas le résultat. Et donc un point qu'il a fait qui est intéressant, parce que finalement, tout ce que nous faisons pour les autres, quand on parle du karma positif et du karma négatif. Le karma positif, c'est les bonnes actions que l'on fait à l'endroit des autres. Mais en fait, la plupart de ces actions chez nous, c'est du karma positif, vertueux, contaminé. Ce karma, il est contaminé. Il est contaminé par l'attachement et l'ignorance. Donc tout notre karma positif, finalement, il est contaminé. Et qu'est-ce qu'il donne, finalement? Il donne des résultats de bonheur dans le cycle des existences. Et donc, c'est pour ça que tout le bonheur que l'on a, il change. C'est pour ça que notre bonheur, c'est en fait ce qu'on appelle la souffrance du changement. Parce que tout ce que nous faisons pour les autres, c'est sous le pouvoir de l'attachement. Et donc, comme les causes ne sont pas parfaites, c'est-à-dire ce karma, ces actions, elles sont contaminées, elles sont influencées par des perturbations qui viennent du narcissisme. Et donc, le résultat est aussi imparfait. Le résultat est imparfait et incomplet. Et donc, pour un bonheur stable, il faut réduire l'attachement à soi-même, il faut créer ce qu'on appelle du karma non contaminé. Et donc, tant qu'il y a l'attachement, on ne crée que des causes de l'existence cyclique, c'est-à-dire des résultats qui sont toujours de la nature de la souffrance. Donc, il a développé ça un petit peu, c'est intéressant d'y penser. Donc il a beaucoup parlé de l'attachement à soi et le narcissisme.
Et donc, aussi... aussi donc parler du chérissement de soi, de l'attachement, en disant on fournit beaucoup d'efforts hein, pour être heureux. En fait, tout ce qu'on fait, on essaie, mais on est aveuglé par ces facteurs, l'attachement et le narcissisme, qui provoquent la confusion. Hein. Il a cité aussi il a donné une citation, confus les puérils s'affairent en vue de leur propre bonheur. Hein. Y a cette notion de confusion dans la mesure où on est dans l'obscurité et où on se trompe tout le long. Hein. On a tout faux quelque part. Parce qu'en fait, cet attachement et ce narcissisme, en fait, s'accroche à un jeu qui n'existe pas. Hein. Veut le bonheur d'un jeu indépendant qui existe de façon permanente, autonome, etc. Et ça, c'est lié. Et on dit les deux, le chérissement de soi s'appuie sur la saisie d'un soi. Hein. Le fait que, en fait, on saisit l'existence véritable, ultime, une existence réelle, en fait, de tout, y compris du moi. Et c'est le bonheur de ce moi que l'on veut. C'est la Maso Rinpoche qui dit toujours, on fait tout ce travail, on dépense tant d'argent, tout ce qu'on fait pour ce moi qui n'existe même pas. Donc il y a une confusion aussi. Donc comme on se trompe, on voit bien que ça va jamais nous mener nulle part. Donc il y a cette idée aussi, je veux vous lire, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce livre, c'est la page de publicité. Quelquefois, je recommande ce livre, Pratique du bouddhisme tibétain. Le bonheur passe par les autres. C'est un psychologue américain, c'est une traduction, c'est bien traduit, je pense. Lon Lanna. Des fois, je recommande ce livre. Donc, c'est un psychologue qui est un pratiquant aussi du Dharma, qui est un disciple de la Maso Rinpoche, ce qui veut dire qu'il pratique le Lamrim, comme nous. Hein, tradition Lamrim. Il y a beaucoup de pratiquants du Dharma qui font des ponts entre la psychologie et le bouddhisme, mais ça peut être de différents points de vue. Par exemple, ça peut être des pratiquants de Vipassana ou des pratiquants zen ou autres. Lui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il reprend le Lamrim. Hein, mais d'un point de vue psychologique, je pense que c'est très important, c'est très intéressant. Et justement, il parle de narcissisme ici. Et donc, je voulais vous lire quelques passages. À moins que vous ayez des questions aussi. On peut pas se poser des questions avant, si vous avez des questions. Sinon, Alors, l'édition, c'est Erol, E-Y-R-O-2-L-E-S, collection Les Chemins Spirituels. Il y a peut-être d'autres éditions, je sais pas. Normalement, elle doit l'avoir à la boutique. Il est à la boutique. Le bonheur passe par les autres. Et le titre, en fait, le pratique du bouddhisme tibétain, le titre en anglais est beaucoup plus évocateur parce qu'il s'appelle en fait l'art perdu, The Lost Art of Compassion. L'art perdu de la compassion. Découverte de la pratique du bonheur dans la rencontre entre le bouddhisme et la psychologie. Donc c'est intéressant parce qu'il parle vraiment des deux, de sa pratique en tant que bouddhiste et de sa pratique en tant que psychothérapeute. Il donne aussi des exemples concrets des gens avec qui il travaille. Et donc il parle du narcissisme. Et il dit les maîtres tibétains désignent souvent l'amour-propre comme principale cause de souffrance. Donc ici, dans la traduction, au moins, c'est ce que disait un peu Valérie, chérissement de soi, auto-chérissement. On est toujours très mal à l'aise, mais on ne sait pas trop comment l'appeler. Hein. Parce que chérir, il y a une notion d'amour quand même dans chérir. Hein. Alors que là, c'est quelque chose de négatif, donc ça peut prêter à confusion. Ici, ils l'ont traduit par l'amour-propre. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire l'amour-propre en français. L'idée qu'on se fait de soi, un certain orgueil, je répète après vous. Oui. C'est ça. Hein? La fierté de soi et d'être supérieur aux autres. Donc j'ai regardé. Estime de soi,
pas forcément négatif. Ouais. C'est pour ça, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est l'amour-propre. Il y a plusieurs nuances. Tout ce que vous dites, c'est vrai, en fait. Hein, tout ce que vous dites, c'est vrai. J'ai regardé dans le dictionnaire. Ben oui, c'est la meilleure façon d'essayer de voir. Je vous dis un peu ce que j'ai trouvé. Alors, vieilli, le sens vieilli d'amour-propre, c'est la recherche égoïste de son intérêt, de son plaisir ou de son développement personnel. Ça veut dire aussi une bonne opinion de soi. Quelquefois, ça peut être lié à la recherche de réputation. Après, c'est aussi en synonyme, on dit quand même orgueil, vanité, égoïsme. Et donc, c'est une tendance plus ou moins consciente à exagérer sa valeur ou son mérite personnel, généralement au détriment d'autrui. Donc, c'est pour ça que ça peut être, en général, c'est un peu péjoratif, c'est pas très positif, mais ça peut être aussi bonne opinion de soi, donc c'est un peu de valeur de l'honneur, ouais. Donc c'est pas très clair comme notion. Ça dépend comment on l'interprète. Hein. Mais bon, ici on peut dire amour propre dans le sens justement où de vanité, d'orgueil et aussi de exagérer sa propre valeur. C'est exactement ça le chérissement de soi finalement. Hein. Tendance plus ou moins consciente à exagérer sa valeur ou son mérite personnel, généralement au détriment d'autrui. C'est exactement ça dont on parle ici. Hein. Donc ici il dit en fait que il a mis du temps à comprendre que ici quand il parle d'amour-propre, il parle de narcissisme. Hein. Et lui, il a compris ça. Il dit, après des années, en fait, d'études, hein, parce qu'il pensait que le fait de m'aimer et de prendre à corps mes intérêts personnels était indispensable à mon propre bien-être. C'est pas quelque chose. L'amour de soi, c'est pas négatif. Hein. Donc, comment faire la différence, hein? Il dit, ce n'est qu'après des années d'études que je me suis rendu compte que les maîtres tibétains assimilent l'amour-propre au narcissisme. Donc, bon, après, c'est à chacun d'analyser. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ici, c'est ce qu'il dit. Ce que chérit, c'est très intéressant, je trouve, ce que chérit le narcissisme, ce à quoi il s'accroche, c'est une image inexacte et superficielle du moi. Son amour de soi et amour d'une illusion au détriment du réel. Et donc ça, c'est intéressant parce que dans le Dharma, c'est ce qu'on dit aussi, hein, que c'est pas le vrai moi, ça s'appuie sur une illusion. Hein. Il y a une confusion en fait. Ça s'appuie pas sur la réalité, le chérissement de soi, hein, de vouloir être heureux comme ça, de cette façon. Selon les psychologues, l'individu qui souffre du trouble narcissique de la personnalité est très attaché à une image de soi superficielle et grandiose. Il paraît arrogant, manque d'empathie, exige une admiration démesurée, exploite les autres et considère que tout lui est dû. Pour couronner le tout, il attend des choses irréalistes de ses relations. Du point de vue bouddhiste, ce profil n'est qu'une version exagérée du narcissisme courant, la cause fondamentale de nos souffrances et de nos problèmes. Donc, dans la mythologie grecque, Narcisse en fait tombe amoureux de sa propre image reflétée et tombe dans l'eau et se noie. Hein. Et c'est exactement le fonctionnement du narcissisme. Nous sommes fascinés par une image superficielle de nous-mêmes, un simple reflet. Or, l'énergie absorbée par cette image n'est plus disponible pour affronter la vie ou aimer les autres. C'est notre attachement à cette image qui nous hypnotise tellement qu'il nous empêche de voir la réalité et nous fait souffrir. Donc, un psychiatre a remarqué à juste titre, le patient narcissique est capable de maintenir un sentiment exagéré de son importance et de son caractère exceptionnel pendant des semaines d'affilée. Mais qui n'a pas par moments un sentiment exagéré de son importance ? L'amour-propre ou le narcissisme se caractérise par un ensemble d'idées fausses sur le moi, y compris les idées déjà évoquées telles que la conception du moi en tant qu'entité stable et permanente ou l'illusion de l'autonomie individuelle. De là découle la conviction que notre confort et notre bonheur personnel sont indépendants de celui des autres et comptent plus que le leur.
Donc ça se base, c'est parce qu'on croit en ce jeu autonome et indépendant, permanent, c'est lié à ça. On veut le bonheur de ce jeu comme s'il existait un bonheur indépendant du bonheur du reste. Donc on ne voit pas l'interdépendance en fait, que tout ce qu'on a finalement vient des autres, aussi en dépendance des autres, et qu'il n'est pas possible d'être heureux sans les autres, de façon isolée, et encore moins en les exploitant. Donc ici, c'est intéressant, il dit, narcissisme n'est pas toujours synonyme d'arrogance. Nous sommes très doués quand il s'agit de remplacer inconsciemment une image superficielle par une autre qui remplit la même fonction, se cacher la vérité. Et en fait, je le lis parce que c'est intéressant. Par exemple, beaucoup d'adeptes de disciplines spirituelles nourrissent le fantasme narcissique d'atteindre rapidement la sagesse. Ils en attendent beaucoup de plaisir, une liberté, débarrassés de responsabilités, le pouvoir et l'admiration. Nous présenterons les aspects narcissiques de nos fantasmes sous un jour spirituellement correct. Si nous prenons conscience de leur nature grandiose et égoïste, nous projetons sur un maître les qualités idéalisées auxquelles nous aspirons et puis nous endossons le rôle de l'humble disciple. Bref, nous continuons de nous accrocher aux fantasmes narcissiques tout en les niant. Nous pouvons même afficher une grande compassion pour cacher notre narcissisme. Le bien-être des autres nous indiffère. En fait, le bien-être des autres nous indiffère. Mais nous affichons quelque chose, la grande compassion. Et on se cache derrière. C'est peut-être ce dont parle Geshe là d'ailleurs. C'est une image idéalisée de notre générosité et de notre altruisme que nous chérissons. Quelque part, on se met en quête d'un idéal illusoire de perfection et on se cache derrière. Et en fait, on ne fait pas le travail de base qui consiste à piocher pour découvrir notre égoïsme. Et tout ce qui... on en revient toujours pareil. La première noble vérité du Bouddha, c'est la souffrance. Il faut en passer par là. Il faut débusquer l'ennemi, justement, l'égoïsme, pour arriver à le transformer, arriver à la compassion. Et pas juste plaquer une image idéalisée parce que c'est spirituellement correct. Et donc tout ça, c'est toujours... on peut jouer un rôle ou porter un masque, mais en toute bonne volonté, parce qu'on ne sait pas faire mieux, en fait. En dépit des apparences, le narcissique continuait de fantasmer de façon inconsciente. De façon inconsciente, il se murmure à lui-même « Comme je suis éveillé, patient, repenti, je suis vraiment le plus humble de tous. » Donc notre attachement à cette image nous empêche de voir la réalité qu'elle dissimule, de nous lancer dans la vie de tout notre cœur, d'éprouver une compassion sincère pour les autres. Donc Jung a écrit « Les gens feront n'importe quoi, aussi ridicule que ce soit, pour éviter de regarder leur âme en face. Le plus dur, quand nous utilisons la clé du bonheur, consiste à trouver le courage de dévoiler nos représentations narcissiques. Et voir comment ce narcissisme, cet égoïsme, quelle image de soi-même il emprunte, il crée, auquel nous nous accrochons et nous identifions. Et qui n'est pas, en fait, qui sont pas vrais, qui nous empêchent d'être vrais. Pour être vrai aussi dans notre démarche, toujours pareil, il faut commencer par le commencement, il faut fouiller à l'intérieur et faire le travail intérieur. Geshe en parle aussi, de voir nos propres défauts. Arrêter de mettre les fautes toujours à l'extérieur, et ce qu'on fait tout le temps en fait, ou qu'on a tendance à faire, mais arriver à utiliser l'introspection pour voir les défauts et l'ennemi à l'intérieur et donc l'identifier.
Le narcissisme vous empêche d'être naturel car il vous pousse à jouer un rôle qui entrave votre être authentique. Donc c'est l'identification, quelquefois, à une image idéalisée, en fait. On se forge une image idéalisée avec tout ce qu'on entend. Il faut être, et donc, comme on veut être comme ça, on se crée cette image, mais ça retrace pas vraiment là où on en est, la réalité de ce que l'on est. Ouais. Prends le micro, s'il te plaît. Oui. Plus tu expliques, moins je trouve la facilité de compréhension. Ça vient pas de toi ni du livre, mais c'est que ça descend un peu plus profond, mais pour moi, il y a pas grand-chose à retenir. Mais je pense plutôt à une simplification, comme ils disent dans les textes. C'est le j'aime pas, en fait. Quelque chose de cet ordre. Ou bien, comme tu disais, voir plutôt les fautes chez autrui que les choses sympas, admirables, etc., positives. Ça peut, pour moi, c'est des points de repère, parce que si je regarde à l'intérieur, je ne sais pas où je suis quand et quand comment. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut s'attaquer à des choses pratiques. Voilà, pratique. C'est ça que tu dis? Oui, je cherche quelque chose qui soit pratique. Pour décoder, en fait, mon fonctionnement en situation, quoi. Voilà. Oui, mais c'est ça. Il faut regarder, il faut identifier cette attitude et il faut voir comment elle s'exerce dans ta vie, dans des choses pratiques, dans des, hein? C'est ça que tu dis? Oui. Dans des situations pratiques et des exemples où tu vas pouvoir travailler aussi. Hein? C'est ça que tu dis? Oui, quelques éléments. Ouais. Oui, ben je peux en venir là, mais c'est vrai que ouais. Non, je voudrais juste rajouter par rapport au livre. Je trouve très intéressant le fait d'avoir pu démembrer comme ça, point par point, tout l'avancement psychologique de chaque individu. Encore faut-il en avoir pris conscience. Ouais. Donc je pense que le psychologue en question qui a écrit ce livre a vraiment travaillé sur lui. Ben, c'est le travail. Hein. Là, ici, justement, il dit... la haine et la colère sont aussi des ennemis évidents. Mais dans la vie courante, la simple propension à chérir notre image, notre confort, notre sécurité, nos possessions, notre position sociale est le véritable adversaire qui étouffe l'essence même de la compassion. Première difficulté, il faut comprendre que l'individu est capable de ne jamais prendre conscience de cet ennemi intérieur qu'est l'égocentrisme. C'est ça que tu dis. Hein? Enfin, il faut s'en rendre compte. C'est ça, mais il faut s'en rendre compte. Ben oui. C'est un vrai travail personnel, intérieur profond, de bien vouloir accepter de se voir tel qu'on est. Ouais. Et parfois, l'extérieur nous voit mieux que soi-même. Et on ne peut pas entendre ce que l'autre va nous dire tant que nous-mêmes, on n'a pas ouvert. Oui. Ben, c'est pour ça que l'introspection et la méditation. C'est ça. La méditation, l'introspection qui nous permet de nous analyser. Et on le dit toujours, écouter, réfléchir, méditer. C'est ça. Tant qu'on écoute, ça reste à la surface. C'est pas avec ça qu'on va aller à l'intérieur. Donc il faut réfléchir. Réfléchir, ça veut dire aussi lire aussi. On peut lire des choses autres qui vont nous aider. Moi, je trouve que, par exemple, la psychologie, pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, mais comme on a cette orientation culturelle aussi, c'est des ponts qui peuvent nous aider, par exemple. Ça fait partie aussi de la réflexion pour faire le travail à l'intérieur. Pas s'arrêter à l'écoute, mais il y a la réflexion et la méditation, aller à l'intérieur. Hein. Oui. En ce qui me concerne, je regarde que ce qui me fait barrière souvent, c'est le fait d'avoir ce sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que c'est très désagréable de se sentir coupable, de ne pas être comme on voudrait être. Et donc ce sentiment de culpabilité, il surgit presque de façon spontanée, naturelle. Et quand on comprend que finalement nos obscurcissements sont liés à des effets du karma,
et qu'on est complètement ficelé par ça, ça permet peut-être de faire tomber cette espèce de montagne de force de coupable qui nous retient. Mais la culpabilité, ça vient aussi d'une attente trop grande qu'on a de soi-même. Ça vient aussi d'une espèce d'orgueil. La culpabilité, c'est parce qu'on se sent fautif de quelque chose. C'est un manque de compassion vers soi-même, quelque part. Hein. Parce que là où on faute, il faut agrandir son cœur pour dire voir que c'est la réalité, c'est la souffrance aussi. Hein. Alors qu'on se sent coupable, ça veut dire que c'est l'aversion vers soi-même, en fait, pour ça. Donc on se limite à ça, hein, et on se juge par rapport à ça comme on fait avec les autres. Hein. On fait ça aussi avec les autres, mais on le fait en premier avec soi-même. Donc déjà, se rendre compte, identifier cette attitude, voir d'où elle vient, voir comment elle est liée à l'orgueil, au chérissement de soi, ça permet de la démonter. Il faut tout démonter, en fait. Voilà, donc il faut s'en rendre compte d'abord. Ouais. La patience, la compassion, ça commence par soi-même aussi. Hein. Ouais. Ça commence par soi-même et ça commence avec sa propre souffrance, la compassion. Et ça, c'est la compassion. Hein. La culpabilité, la colère, toutes nos perturbations, c'est aussi la souffrance. Ça fait partie de la souffrance. Et donc la compassion, elle s'exerce aussi par rapport à ça. Ça ne veut pas dire l'indulgence. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer, mais ça veut dire qu'on ouvre son corps à ça, son cœur aussi à ça. Hein. Une attitude d'acceptation quelque part, hein, et pas de se flageller. Donc, l'individu est capable de ne jamais prendre conscience de cet ennemi intérieur qu'est l'égocentrisme. Soit il ne réfléchit jamais sérieusement aux causes de ses problèmes. Hein, il faut réfléchir aux causes de nos problèmes. Soit il se contente d'en rejeter la responsabilité sur les autres ou les circonstances. Nous voyons rarement que le plus grand obstacle à notre bonheur est en nous. Donc, la compassion suppose un intérêt profond pour autrui. Vous l'aimez, vous œuvrez à son bonheur. Le narcissisme, lui, suppose un intérêt profond pour soi-même. Vous vous aimez et vous œuvrez à votre propre bonheur. Tant pour le bouddhisme que pour la plupart des écoles de psychologie, le narcissisme se situe au cœur ou presque de la problématique individuelle. Donc, toutefois, nous avons rarement conscience de notre narcissisme, qui est d'ailleurs conforté par les amis, la famille, la culture. Dès le réveil, le mécanisme narcissique se met en marche. Que vais-je faire? Qu'ai-je envie de manger? Où vais-je aller? Mon mari s'oppose à mon désir, ou un collègue s'oppose à mon désir, j'en prends ombrage. Coincé dans un embouteillage, je peste. Je me délecte des louanges, je m'afflige des critiques, j'adore recevoir des choses, je n'aime pas que l'on me les retire. J'apprécie qu'on me parle gentiment, je déteste me faire morigéner, que l'on me mente, que l'on m'escroque. Je consacre une partie de mes réflexions à la façon dont les autres me voient, me traitent, une autre à l'état de mon compte en banque, de mon plan de pension, à ma santé, mon régime, mon amour-propre. Je pense à ma fatigue, ma déprime, mes peurs, mes soucis, mes bons souvenirs, mes loisirs, etc. C'est le fonctionnement normal humain narcissique. C'est pas vrai qu'on fait ça tout le temps? Donc, tout cela n'est pas nécessairement néfaste. Cependant, il faut quand même se rendre compte que dans la vie de tous les jours, il y a un élément indissociable de l'esprit et du cœur qui nous piège, qui nous empêche d'être heureux. Et comme il nous semble normal, nous risquons de ne jamais le remarquer. C'est vrai que tout ça c'est normal, le chérissement de soi c'est normal, on est complètement identifié à ça, mais c'est pas nous en fait. Et donc c'est bien de le débusquer, de le remarquer. Les saints et les philosophes des grandes traditions ont tous connu une période d'épreuve pendant laquelle ils ont dû lutter contre différents traits de caractère avant d'atteindre un nouveau stade de compréhension, d'amour, d'éveil, d'altruisme et de félicité.
Certes, rien ne vous oblige à modifier les aspects de votre personnalité contre votre gré, mais quiconque souhaite cultiver la compassion devra tôt ou tard chercher en lui l'ennemi qui s'oppose à ses progrès. Et la Mayéché, c'est quelque chose que j'avais repéré. La Mayéché qui disait une fois vous ne pourrez pas développer la compassion sans reconnaître votre manque de compassion. Hein? C'est clair, ouais. Mais en fait, on passerait bien une étape. On préfère avoir la compassion tout de suite. Hein? C'est clair aussi. On veut passer tout de suite à la compassion. On veut pas faire le ménage. aller creuser. Hein? Hein? Oui, vas-y, prends le micro. Il disait aussi, c'est vous qui avez le pouvoir de le faire. C'est à vous vous avez le pouvoir de le faire. C'est à chacun. Je suis tombée sur une vidéo là dernièrement et j'ai vu que ça. Vous avez chacun le pouvoir de changer. Et oui, c'est dans nos mains en fait, puisque c'est notre notre esprit, puisque la cause est dans notre esprit, le problème est chez nous, donc c'est à nous qui pouvons le résoudre. Ça c'est bien d'un côté, puisque ça dépend de rien à l'extérieur. Hein. Il n'y a personne qui nous... C'est simplement nos propres attitudes. Donc ça c'est une bonne nouvelle quelque part. Mais bon, il faut faire le travail. Alors ici, là, après, il parle de Dhammarakshita, donc je ne sais plus à quoi il fait allusion, mais je pense que c'est peut-être on l'a étudié ce texte, la roue des armes acérées. Hein, et donc il parle de Dhammarakshita qui parle en fait de l'ennemi intérieur. Hein. Alors, Dhammarakshita explique que ce sont généralement les petites choses qui permettent de comprendre jusqu'à quel point nous privilégions notre image et notre confort. Donc, c'est là qu'il faut regarder. Tu vois, c'est un peu ce que tu disais, Annie. Peut-être, par exemple, éviter un travail difficile ou ennuyeux en espérant que l'autre le fera à notre place. Comme sortir les poubelles, faire la vaisselle, remplir la gamelle du chat. C'est agir de façon narcissique. Une attitude sympathique et charmeuse, destinée à obtenir des faveurs, indique que nous nous chérissons plus que les autres, que nous sommes prêts à les manipuler pour arriver à nos fins. Mépriser ceux qui sont moins intelligents, moins beaux, moins riches, moins puissants que nous. Ou encore solliciter l'attention de ceux qui sont socialement ou professionnellement au-dessus de nous, dénote aussi notre narcissisme et notre absence de compassion pour autrui. Irriter les autres par nos habitudes, les vexer par nos propos, essayer de les surpasser, rechercher leur admiration, viser à être en toutes circonstances le centre de mire, qu'exprimons-nous par là ? Si ce n'est la conviction que notre bonheur compte plus que celui des autres et qu'il en est indépendant. Quand nous accumulons des richesses tout en refusant de donner, que nous nous vantons de nos qualités, en essayant d'apparaître meilleurs que nous ne le sommes, que nous nous plaignons des autres, que nous racontons des petits mensonges, que nous nous emportons contre ceux qui ne font pas ce que nous voulons. Il n'y a pas de doute, nous sommes sous la coupe du narcissisme. Dhammarakshita peint le narcissisme sous les traits d'un démon, d'un scélérat sournois et cruel, d'un boucher égocentrique qui assassine nos véritables aspirations spirituelles. Véridiques sont mes paroles sur l'amour-propre, mon ennemi m'apparaît clairement aujourd'hui. Je le vois tel qu'il est, ce bandit qui pille, ce menteur qui trompe en feignant de faire partie de moi-même. Quel soulagement d'avoir vaincu cette incertitude. Voilà. Bref, il donne aussi des exercices à la fin. Publicité. Et donc c'est intéressant parce qu'il donne par exemple des exercices aussi sur combattre l'ennemi intérieur et d'essayer de voir vos traits de caractère narcissique, vos habitudes, hein, les situations
de dresser une liste de vos petites habitudes qui expriment le narcissisme au quotidien. Hein. Laissez les tâches désagréables pour les autres, cherchez à être le centre de mire, mépriser les autres, etc. Hein. Donc faire un travail, faire un travail. Voilà. C'est d'accord? Hein? Je verrai peut-être je peux scanner quelques passages et vous les envoyer comme base de travail pour pendant ces 3 mois. Si vous voulez bien travailler. Oui, Colette? Voilà, une photo de copie de ce que je viens de lire. D'accord. Si tu veux le micro, si tu continues à parler. Écoute, ici c'est 18 €. En principe, oui. En fait, elle dit, Clotilde, que quelquefois, parce que moi je le recommande ce livre, donc elle en commande, et puis tout d'un coup tout le monde vient le demande, et puis après il n'y en a plus. Et puis ah voilà, elle recommande, tout le monde va acheter ailleurs, puis il reste, personne ne le demande. Alors là, je sais pas quelle période elle est. Mais en principe, vous en avez reçu. Bon, très bien. Oui, Colette. Oui, mais je crois que tu m'as entendu, que vous m'avez entendu. Oui. Mais je demandais si dans un premier temps, il était possible d'avoir une photocopie de la page que tu avais lue. Oui. C'est-à-dire ces actes que l'on pose, qui en fait, sans qu'on s'en rende compte, relèvent effectivement du narcissisme. Parce que moi, ça m'arrangerait bien de pouvoir au quotidien pointer, tu vois, ce que je fais comme ça. Là, je me reconnais dans tel acte, et ça, c'est du narcissisme. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et puis c'est exactement ça le travail. Et puis parce que ça, tu vois, ça répond. Pour moi, ça répond à quelque chose que je peux faire, que je peux pointer chez moi, et puis en parallèle pointer les qualités chez les autres. Oui. Et je crois que ça me ferait avancer. Bon, ce que je peux faire, oui, c'est que je peux repérer quelques pages et les scanner et vous les envoyer. Bon, je suppose que ça ne va pas être du vol. À la limite, je le connais en fait, l'auteur. Je peux peut-être lui envoyer un email et lui dire pour lui demander la permission. Oui, que c'est pour un devoir. Mais bon, je pense que c'est faisable, scanner et vous l'envoyer par email. Hein? Voilà, ça va être le travail. Hein? Merci. Mais bon, il n'y a pas que ça. Ça, il faut que vous voyez. Moi, je le vends pas. Hein. Il faut que vous voyez à la boutique. Mais il y a beaucoup plus dans le livre que ça. Hein. Je veux dire, là, je vous ai lu 2-3 livres et c'est un livre qui fait quand même 340, plus de 340 pages. Donc, il décrit très bien l'attachement, etc., avec le développement de l'enfant aussi. L'attachement, l'importance de l'impermanence et la mort, enfin, tous les points principaux du Lamry, mais principalement la compassion. Avec des exercices pratiques à la fin. Merci. On dédie cette énergie positive pour nous tous et aussi pour la paix dans le monde. Merci.